Et le vieillissement, c'est exactement pareil. Nous avons des intervenants qui, lorsqu'elles vont parler de la concentration, de la mémoire, vont nous dire un peu plus. Mais lorsqu'on dit que la population est vieillissante, il y a beaucoup de personnes qui sont dépendantes. Donc, au point de vue de la naissance, eh bien, les naissances diminuent. Avant, nous avions des familles de 14 enfants, de 15 enfants. Maintenant, s'il y en a un, on ne veut même pas aller à 2. Autrement, pour la Guadeloupe, les Antilles, nous avons aussi la jeunesse qui part et qui ne revient pas. De sorte que nous avons surtout les aînés dans la population guadeloupéenne et martiniquaise, puisque vous avez entendu dernièrement que la Martinique est passée en zone bleue. Ouais, la Martinique est passée en zone bleue par rapport au nombre de centenaires. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comprendre, entretenir, prévenir les troubles de la mémoire. Souvent, les aînés disent « je n'ai pas de mémoire, j'oublie vite ». Alors, je suis aussi déjà dans le rang des aînés. Et nous sortirons tous avec des conseils qui nous seront donnés par Dr Zozio et Madame Arconte, avec des conseils pour nous permettre d'optimiser notre mémoire et savoir bien la garder. Et sans oublier que nous sommes des aidants parce que nous avons des parents beaucoup plus âgés que nous sommes obligés d'accompagner. Ça peut être des frères, sœurs, conjoints, amis, etc. Donc, je vais, juste avant de commencer, céder la parole à Dr Zozio. Je demanderai à un pasteur qui est présent, mais qui est un aîné retraité depuis moins de temps que moi quand même, de venir jusqu'ici. Moi, je suis à ma 12e année. Lui, il doit être à ses 10 ans de retraite. Oui? 9 ans. Voilà. Donc, je vais vous inviter à vous tenir debout et il va adresser une prière pour que le Seigneur nous accompagne dans cet entretien de cet après-midi. Merci. Inclinons la tête, adoptons l'attitude de la prière. Notre Père et notre Dieu, nous sommes reconnaissants. Tu n'as cessé de nous combler de tes largesses. Et chaque jour, ô Père, est un jour de bénédiction, mais surtout d'opportunité pour compter tes bienfaits, témoigner de ta grâce dans nos vies. Nous voulons te remercier pour nos familles, parvenues à cet âge, ô Père, où nous nous faisons beaucoup de soucis quant à l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Nous voudrions, ô Père, que tu préserves par-dessus tout notre santé physique, santé morale, mentale, et surtout richesse spirituelle. Comble-nous de ta présence et permets, ô Dieu, que ta sagesse nous habite, de telle sorte que la maîtrise soit de mise dans tout ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous faisons. Nous plaçons cet entretien entre tes mains, te demandons de bénir nos intervenants et permets que chacun de nous sortions de ce lieu enrichi, prompt à nous investir, prompt à tenir le rôle que tu nous as assigné. Ce n'est pas facile, mais permets, Dieu, que nous puissions rayonner pour toi. Garde-nous dans ta paix, nous t'en prions, en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.
Nous asseoir. Nous asseoir. Je voudrais vous remercier chacun d'être venu. Et loin d'être cet après-midi un club de retraités, même si qu'il y en a pas mal dans la salle, mais c'était aussi pour les 50 ans et plus. En tout cas, veuillez, le comité d'église et moi-même, vous remercie de votre présence et vous souhaite une cordiale bienvenue. Merci d'être là. Et docteur Basile Zozio et madame Arconte, nous vous disons encore merci et puis nous prêtons l'oreille à ce que vous allez nous dire. Il y aura un micro baladeur et je pense que la projection pourra commencer. Merci encore à vous et soyez de toute oreille pour les précieux conseils. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, parce que je ne vais pas rester là, moi je vais bouger. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ici. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir venir discuter avec vous. Alors, vous êtes un peu loin. Je sais que les derniers seront les premiers à la fin, mais enfin, vous pouvez vous approcher. Excusez-moi, vous allez utiliser ça? Non, du tout. Ah, madame Arconte, j'utilise jamais les pupitres. Moi, je vais vers les gens. Même si vous essayez de vous cacher, je viendrai à vous. D'accord? Donc moi, je suis... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait poser la question. Posez-moi la question. Ah, vous voulez que je reste à un endroit précis? Je ne vous garantis rien. Puisque comme je vais aller poser des questions aux personnes, mais je vais essayer de rester dans le cadre. Voilà, ici. Là, c'est bon? Dans le carré, là? Ça vous va? D'accord, je me mets là. Ici? C'est bon? Donc moi, je suis gériatre, donc un médecin spécialisé dans le soin des aînés, effectivement. Et je travaille à la polyclinique. Pour l'instant, je coordonne la consultation mémoire de la polyclinique et également des lits d'hospitalisation de médecine gériatrique. Et j'ai l'occasion, effectivement, des fois, de venir parler autour de la mémoire et de ces troubles et comment, effectivement, prévenir ces troubles-là. Donc, l'idée, ça va être de vous donner des astuces et vous allez être peut-être surpris de voir que, finalement, tout ce que je vais vous dire, c'est des choses très simples à mettre en action et en place. C'est des choses très utiles et c'est des choses qui ont un rendement immédiat ou quasi immédiat. Et qui ont un rendement aussi pour les plus jeunes. Donc on va en parler. Alors, quelle clé effectivement pour le bien vieillir finalement de notre cerveau en Guadeloupe, parce que c'est un petit peu de ça dont on parle. Et puis j'ai remis le cerveau, puisque je sais que vous avez eu aussi des événements autour justement du cerveau et de finalement cet organe extraordinaire que nous avons, puisque le cerveau, c'est un organe qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'a toujours pas été compris dans l'ensemble de ses fonctions par tous les scientifiques qui ont déjà travaillé dessus. C'est-à-dire que ce que le cerveau humain fait, aucune machine sur Terre n'arrive à le reproduire, même si on nous parle d'intelligence artificielle. Et là, pendant que vous m'écoutez, vous respirez, votre rythme cardiaque est en train d'évoluer, vos reins sont en train de filtrer le sang, il y a une homéostasie interne. Enfin, il y a tout un tas de processus qui se font dans notre organisme qui fait que notre corps est une machine extraordinaire, mais réellement extraordinaire. Et on n'en a absolument pas confiance. En conscience, on se dit, bon, ben voilà, votre œil traduit un signal visuel, un signal électrique qui crée une image que vous interprétez parce que vous êtes en train de me regarder. Vous voyez, ça c'est marron, ça c'est bleu, il cap aller en l'eau, j'ai chaud. Tout ça se fait en même temps, on trouve ça normal. Mais je vous assure que c'est parfaitement extraordinaire. Vous l'avez dit, effectivement, il y a un vieillissement accéléré, et il y a un vieillissement accéléré particulièrement en Guadeloupe. Et ça, c'est important de le dire, de plus en plus, la population âgée vieillit, on va dire nos responsables et nos tutelles s'en rendent compte de plus en plus, et il est temps justement de prendre des mesures pour cela, puisqu'on a de plus en plus de personnes plus âgées qui rentrent en Guadeloupe, qui reviennent à la retraite, etc. Et en même temps, beaucoup de jeunes, non seulement qui partent, qui ne reviennent pas forcément, et en plus, on l'a dit, la baisse de la natalité. Donc ça fait que bientôt la Guadeloupe, elle sera la 3e, voire la 2e région la plus âgée de France. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous demander, quand on parle de vieillir et de mémoire, de quoi on parle? Vieillir, au final, c'est quoi pour vous? Prendre de l'âge. Prendre de l'âge, ok. Quoi d'autre?
Accumulation des années, a dit la dame, ok. Perdre certaines facultés. Ah, mais oui, aussi, hein, donc pas très positif tout ça. Perdre la mémoire, a dit quelqu'un. Alors, perdre la mémoire. Je reste sur cette question-là, vous la gardez en tête, parce que ma question subsidiaire est aussi importante. À partir de quand on est une personne âgée? D'ailleurs, j'enlève ça. 60 ans? Quand on l'a décidé? Oui, parce que la personne âgée, c'est toujours l'autre, hein, c'est jamais nous. Hein. Quand on a des cheveux blancs, moi j'ai des cheveux blancs, est-ce que je les cache, hein, café coulé, un café. Est-ce que je suis une personne âgée? Alors, on va essayer de céder des références parce qu'on aime bien. Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit que vous intégrez le troisième âge à partir du moment où vous avez les fameux 65 ans. Notre ami, le conseil départemental, il vous attribue l'APA, l'allocation pour l'autonomie, à partir de 60 ans quand même. Bon. On a un président qui nous a dit qu'il faut partir à la retraite de plus en plus tard. Est-ce que c'est le moment où on part à la retraite, qu'on est une personne âgée? Nous, les gériatres, quand on a défini la spécialité de gériatrie, on avait défini un âge, c'était 75 ans. Sauf que de plus en plus, moi, j'ai dans mes consultations des gens de 74, 70, 65 ans. Donc finalement, de plus en plus jeunes. Et puis maintenant, on parle du quatrième âge, hein, à partir de 80 ans. Et puis, comme a dit la dame, maintenant, on se retrouve à devoir gérer des personnes qui ont 100 ans, voire 110 ans. Il faut savoir qu'en Guadeloupe et en Martinique, hein, on a beaucoup de ce qu'on appelle les super centenaires. Alors, c'est un vrai terme épidémiologique, hein, les super centenaires, c'est-à-dire les gens qui ont 110 ans et plus. Et proportionnellement, en Guadeloupe et en Martinique, on en a plus qu'en Hexagone. Alors, pour plein de théories, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on en a plus. Et je vous assure, moi, que j'ai des gens qui ont 107 ans, 108 ans, et qui ont bon pied, bon œil, hein, qui discutent avec vous, qui parlent, qui n'ont aucun médicament. Donc, il y a une énigme quand même. Alors déjà, le vieillissement, j'insiste, le vieillissement n'est pas une maladie. Le vieillissement, il est physiologique. C'est l'ensemble des modifications qui vont survenir au cours de l'avancée en âge, hein, on l'a dit tout à l'heure, en dehors de toute maladie. Exemple, hein, j'aime bien prendre cet exemple, les cheveux blancs, les cheveux qui deviennent blancs. C'est un signe qu'on avance en âge, ce n'est pas une maladie en soi, c'est un signe du temps. Pourquoi c'est important? Parce qu'il ne faut pas attribuer à l'âge ce qui relève de la maladie. Je monte l'escalier, je suis extrêmement essoufflée, j'ai 80 ans. Ah, mais c'est parce que mamie a 80 ans. C'est normal, elle est essoufflée. Non. Mamie a une insuffisance cardiaque et il faut qu'elle voie un cardiologue parce qu'en fait, il y a de l'eau dans les poumons. J'ai des gens de 85 ans qui font encore du vélo. Donc attention à ne pas attribuer à l'âge des anomalies qui en fait sont des pathologies et inversement. Donc là-dessus, on doit tous se former et vieillir n'est pas une maladie. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on ne vieillit pas tous de la même façon. Et oui, désolé, tous ici, on ne va pas tous avoir le même vieillissement. Et c'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'on ne vieillit pas tous de la même façon finalement? Alors voyez, nous en gériatrie, en plus on aime bien montrer, alors bon, on ne voit pas, mais ceux qui vieillissent en restant très autonomes, hein, vous avez le monsieur là qui fait des pompes, ceux qui malheureusement, alors bon la dépendance, j'ai pas mis la bonne photo, mais ceux qui deviennent dépendants, grabataires, qui ne marchent plus, qui ne se déplacent plus, ceux qui sont entre les deux, les fragiles, hein, qui sont à risque de chute. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est dans un ou l'autre wagon finalement? Pourquoi on ne vieillit pas tous pareil? Mode de vie, génétique, mais ils sont bons, hein. Ils sont bons, hein. On n'agit pas sur son corps de la même façon. Alors, ce qui fait la différence, oui, l'héritage génétique. Ma foi, nous avons des gènes, ça aussi, autre chose extraordinaire, hein, vous avez dans vos gènes tout le codage qui permet, hein, de générer et de dire si oui ou non, effectivement, il y a des gens qui ont des prédispositions au diabète, qui ont des prédispositions à certains types de cancers. On vous dit même, on vous fait des recherches quand on a certains cancers, est-ce que j'ai tel gène dans ma famille, il y a tel gène. Il y a aussi, hein, dans les maladies Alzheimer apparentées, des terrains familiaux. Donc bon, ben, si j'ai le gène du diabète, si mon père est diabétique, ma mère est diabétique, je serai diabétique alors. Parce que les gènes, est-ce qu'on peut aller contre les gènes finalement? Ben non, hein, les gènes sont là, car nous qu'a fait. Donc oui. Ah, autre encore chose extraordinaire qui existe dans votre organisme. Et alors on a pris du temps pour le découvrir, c'est les dernières études qui le montrent et qui viennent finalement rejoindre l'autre facteur qui est très important et qui est finalement plus important, c'est le mode de vie.
il y a la génétique et il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le fait que votre gène, il va s'exprimer en fonction de l'environnement dans lequel il est. Donc, selon ce à quoi vous allez l'exposer, vous allez avoir plus de risques de développer tel type de cancer, tel type de maladie. Et ça, toutes les études sont formelles. L'épigénétique va venir influencer l'expression au nom du gène. Ça veut dire que je peux être porteur du gène pour le cancer du sein, mais comme je le sais, je vais avoir une activité physique régulière, je vais faire attention à ce que je mange, je vais mettre tout en place pour que dans ce à quoi j'expose ce gène, il ne puisse jamais s'exprimer finalement. Et effectivement, on le sait maintenant, le mode de vie a un impact conséquent sur les maladies qu'on va développer et sur finalement comment notre mémoire va vieillir. Et quand je dis mode de vie, c'est quoi le mode de vie? Le mode de vie, principalement, c'est 3 choses. C'est ce que vous mangez, à 90% ce que vous mangez, l'activité physique que vous avez, et puis malheureusement les toxiques auxquels vous êtes exposé ou non. Donc il y a des toxiques auxquels on s'expose de façon consciente, le tabac, la cigarette, l'alcool. Puis il y a malheureusement les toxiques auxquels on est exposé un peu malgré soi, le chlordécone, les métaux lourds. Donc là, les toxiques, ça peut être des fois plus compliqué. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'activité physique et l'alimentation. Alors, quel impact finalement que ces éléments vont avoir sur notre mémoire? Parce que c'est de ça dont on parle. Mais quand on parle de mémoire, est-ce que vous savez, selon vous, est-ce qu'il y a plusieurs types de mémoire? Ouais. Alors, quel type de mémoire il y a? Parce que vous êtes très bon là. La mémoire de l'intestin. Alors, oui, il y a celle-là aussi. Oh. Mais on ne va pas parler de celle-là en premier. La mémoire cognitive. Quoi d'autre? On place des mots-clés, là. La mémoire manuelle, visuelle, auditive. Oui, il y a des choses très, très vraies dans tout ce qu'elle dit. À court terme, à long terme, immédiate. On est bon, là, on est bon. Là aussi, votre mémoire, c'est un process qui est absolument incroyable. On différencie, en neuropsychologie, on va dire 5 grands types de mémoire, classiquement. On a ce qu'on appelle la mémoire à long terme, effectivement, et dedans, il y a 3 types de mémoire. La mémoire à long terme perceptive, avec nos sens, vision, audition, la mémoire perceptive. La mémoire à long terme sémantique, c'est la connaissance de soi et des... Si je vous demande c'est quoi la capitale de la France, c'est Paris, c'est une mémoire sémantique qui a été construite au fur et à mesure des connaissances que vous avez emmagasinées dans votre vie et qui est fixe. Et puis la mémoire à long terme épisodique, le 11 septembre, quand les avions frappaient la tour, moi je me souviens, j'étais chez moi, j'étais encore au lycée. Voilà, c'est des épisodes comme ça qui vous ont marqué. Et puis on a une autre mémoire qui s'appelle par exemple la mémoire procédurale, qui est inconsciente. C'est quoi la mémoire à long terme procédurale? Vous avez appris à faire du vélo, vous avez appris à conduire, et puis au bout d'un moment, vous savez faire du vélo, conduire, mais vous ne savez même plus, vous avez appris à marcher. Et ça, en plus, c'est vraiment des processus qui ont été mémorisés et qui sont devenus complètement inconscients. Et d'ailleurs, qui restent très, très longtemps. Ça, la mémoire procédurale chez les patients Alzheimer, c'est extraordinaire. On a notamment des patients, un monsieur dont je me souviens, qui ne se souvenait plus de son fils ni du prénom de son fils, mais qui a été très grand musicien. Et donc, il continue, même à son âge très avancé, à faire des morceaux de musique incroyables. Voilà. C'est-à-dire que quand vous le voyez comme ça, il ne paye pas de mine, puis il est devant un piano, d'un coup, il s'anime et il fait son morceau, incapable de dire comment il le connaît, d'où il le connaît, mais il a encore mémorisé tous ces morceaux qu'il a fait pendant des années et qu'il a intégrés. Et puis, effectivement, la mémoire à court terme, la mémoire de travail. Là, je vous donne mon numéro de téléphone pour me rappeler. Vous allez le répéter plusieurs fois dans la tête, vous n'allez pas forcément l'écrire tout de suite, et puis vous allez le garder. Mais si vous n'essayez pas de le fixer et de consolider cela pour le faire entrer dans la mémoire à long terme, ça va s'en aller. Donc, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail à court terme. Et donc, alors, bon, le schéma, c'est pas grave, mais c'était pour montrer que, par exemple, quand on est en mémoire à court terme, pour passer en long terme, on fait ce qu'on appelle la consolidation, la répétition, on apprend, l'apprentissage, et c'est là qu'on fait rentrer dans les mémoires à long terme les différentes informations qui reviennent à notre portée. Et donc, c'est toutes ces mémoires qui, finalement, avec le vieillissement, vont avoir tendance à être impactées et vont avoir tendance à évoluer. Il est vrai qu'avec l'âge, ce qui est physiologique et normal, c'est qu'on va prendre plus de temps pour retenir une nouvelle information.
où on va avoir plus de difficultés pour faire plusieurs choses en même temps. Typiquement, on a mis le repas sur le feu, le téléphone sonne, on est allé répondre au téléphone, ah ben on a oublié la casserole sur le feu, parce qu'en fait là on est obligé de vraiment séquencer. Si je fais à manger, je fais à manger. Si je vais faire mes courses, il faut que je fasse ma liste. Je dois m'organiser et je ne peux plus faire plusieurs choses en même temps. C'est plus compliqué. Et ce n'est pas pathologique. On en parlera après, mais c'est vraiment lorsque les troubles de la mémoire vont venir impacter l'autonomie au quotidien qu'il faut s'inquiéter. Et donc, toute la question, ça va être, je vous vois venir, de se dire, bon, ok, on a toutes les mémoires, on passe de l'une à l'autre, on apprend, mais docteur, comment faire pour que toutes ces mémoires restent intactes, quel que soit mon âge, et même à 107 ans, puisque c'est ce dont on parle. Alors, justement, et c'est là qu'on va rentrer dans le mode de vie. L'un des premiers fléaux des mémoires, malheureusement, j'aime bien mon image, donc je vous la projette, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les nouvelles épidémies du monde moderne. Les maladies cardiovasculaires, les cancers et l'obésité. Et malheureusement, finalement, ça rejoint le mode de vie moderne que nous avons de plus en plus et qu'on a adopté de façon très rapide et en dépassant nos collègues, qu'ils soient européens ou américains, en Guadeloupe. C'est-à-dire que nous, on a pris une tangente, notamment avec nos enfants, qui est extrêmement dangereuse. Un Guadeloupéen sur 2 est en surcharge pondérale. C'est énorme, hein? Un Guadeloupéen sur 2. 2 fois plus de diabète en Guadeloupe, 2 fois plus de diabète. On est un territoire où on a encore des complications du diabète, où on arrive aux amputations chez les personnes. On est d'ailleurs le territoire français où il y a le plus d'amputations par rapport à la région. Ça veut dire qu'on a tellement de diabétiques qu'on est obligé d'en amputer. On ampute. Un quart de la population est en obésité. Alors, c'est important ce petit schéma-là quand même. Moi, je l'aime bien. Donc, je me rapproche parce que... Vous voyez là, c'est le diabète. Le premier, là. En orange clair, c'est la Guadeloupe. En orange foncé, c'est l'Hexagone. Donc, on voit bien qu'en Guadeloupe, il y a 2 fois plus qu'un hexagone. Obésité. Guadeloupe, en orange clair, Hexagone, métropole, là, en foncé. On voit bien qu'il y a plus d'obésité. Hypertension. Guadeloupe, en orange clair, plus haut. Donc la Guadeloupe, terre de champion. Et ça, c'est le terrain dynamite pour les AVC, les infarctus du myocarde, les cancers, les pathologies Alzheimer et apparentées. On a un profil chez les patients Alzheimer apparentés en Guadeloupe qui est un profil mixte, c'est-à-dire très, très influencé par l'importance des pathologies cardiovasculaires. Donc ça aussi, malheureusement, c'est trop fréquent. Et l'une des problématiques, ça reste, selon vous, dans notre alimentation très moderne. C'est quoi finalement le problème? Parce que, bon, fait très moderne. Dans notre alimentation en Guadeloupe, le sel ou le sucre? Le sel et le sucre, les deux. Le sel et le sucre. Mais le sucre, les amis, les camarades, le sucre. Alors, le sucre. Quand on mange trop de sucre, facile, on a un risque de développer du diabète. Mais quels sont les autres dangers du sucre? Parce que le diabète, bon, vous le savez, donc c'est pas ça. Mais le sucre, quels sont les autres dangers du sucre? L'obésité, quoi d'autre? La vision, oui. Quoi d'autre? L'addiction, oui. Quoi d'autre? Le cancer, oui. Quoi d'autre? En numéro 1, les douleurs. Les douleurs d'arthrose. Les douleurs chroniques, les douleurs dans le genou, les douleurs dans le dos. J'ai mal en idoulet. Le sucre entretient un terrain inflammatoire chronique, on ne va pas rentrer dans des détails, mais qui est le terrain favori des douleurs chroniques d'arthrose. Donc, quand on a mal, on a de l'arthrose, bien sûr, je vais vous donner un médicament pour la douleur, je vais vous dire de faire un petit peu de kiné, mais si dans tout ce que vous mangez tous les jours, il y a sucre au café, sucre au petit déjeuner, sucre à midi, sucre machin, sucre, vous entretenez le terrain pour avoir mal, tout simplement. Les douleurs, les infections virales fréquentes, le fait que notre système immunitaire il est en panne, qu'on chope le moins de virus qui passe, le Covid, le grippe, le kibitin. Regardons du côté de notre alimentation. Les troubles de l'humeur, l'irritabilité, le fait de s'énerver, le fait d'être en colère. Vous savez, aux États-Unis, il y a des trucs ils sont intéressants. Ils ont regardé dans des prisons. Il y a une prison, ils ont fait un truc où ils donnaient, en gros, ils avaient des distributeurs, il y avait des boissons sucrées à volonté, enfin, d'accès libre, on va dire, et une prison où on ne donnait pas.
eh bien, on s'est rendu compte que là où il y avait moins d'accès aux produits sucrés, les événements violents étaient moins fréquents par rapport au côté où ils avaient accès aux produits sucrés. Ça nous fait nous interpeller pourquoi dans tous nos lycées, nos collèges ou autres, on veut mettre des distributeurs de boissons gazeuses sucrées. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout intérêt à ne pas le faire? Les troubles de l'attention, la baisse des performances intellectuelles et les troubles de la mémoire. Et là, on va en parler de nos enfants, parce que les numéros 1 et les champions, le matin au petit déjeuner, à avoir trop de sucre, c'est souvent les enfants. Vous savez, mes enfants ont du mal à apprendre. Mes enfants, ils sont hyperactifs. Et on a vu le médecin, ouais, c'est l'hyperactivité. En numéro 1, agissez sur leur alimentation. Parce que des glycémies élevées de façon régulière et chronique chez un enfant vont favoriser les troubles de l'attention, le fait d'être dissipé, etc., etc. Donc, la première clé du bien vieillir de votre cerveau, vous l'avez compris, c'est l'alimentation. Mais oui, évidemment, vous êtes ce que vous mangez. Vous avez des voitures, n'est-ce pas? C'est voiture essence ou voiture diesel. L'idée ne vous viendra pas de temps en temps, un jour comme ça, j'ai une essence, mais quand même, mettons un petit coup de diesel. Non, jamais. Pourquoi vous faites pour votre corps ce que vous ne feriez pas pour votre voiture? Donc déjà, si vous traitez votre corps comme votre voiture, on sera bon. Parce que vous allez faire très attention à tout ce qui rentre. Vous allez faire les révisions. Quand vous aurez la pub machin, tacata, il faut aller changer. Whoop, 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 vous allez courir, changer. Donc déjà, ça, c'est important. Vous êtes ce que vous mangez. Et ce que le cerveau va apprécier, c'est une alimentation riche en fibres, en protéines et en bons acides gras. Et ça, on va en parler. Je vais vous donner des exemples. Une alimentation comme ça va ralentir le vieillissement biologique et va préserver le cerveau. Alors, juste un mot sur nos amis les fibres. Là, j'ai mis un champion des fibres en Guadeloupe, les gombos. Pourquoi je parle des fibres? Parce que nous sommes un peuple constipé. On ne mange plus assez de fibres. D'ailleurs, on ne mange pas de fibres du tout. Si on fait un petit tour de table, là, est-ce que vous savez, on conseille normalement 30 grammes de fibres par jour. Par jour. Donc, ça veut dire là, il est déjà 16 heures. Donc, logiquement, vous devez avoir déjà consommé un peu de fibres depuis ce matin. Du pain complet, des gombos, je ne sais pas moi, du riz complet. Je suis sûre que si on fait le tour... Sauf qu'avec l'âge, la première chose que le transit va faire, c'est qu'il va se ralentir. Donc déjà, c'est normal d'avoir tendance à être plus constipé avec l'âge que quand on était plus jeune. C'est normal. Donc ça veut dire qu'en fait, avec l'âge, il faut manger encore plus de fibres et boire encore plus d'eau. Sauf qu'on le fait de moins en moins. Un transit ralenti et de la constipation va être à risque de perturber le microbiote, de perturber la digestion et encore une fois, de ralentir les bénéfices éventuels d'une bonne alimentation. Donc, petit 1, réintégrer les fibres au quotidien dans votre alimentation. Ensuite, évidemment, manger moins de sucre raffiné. Bon, alors là, on doit avoir des parents et des grands-parents dans la salle. Pour les enfants, les céréales sucrées, là, les chocapic, les capic, les Yalpops, arrêtez ça. Avec du lait, c'est pratique, hein. Je dis ça, moi j'en prenais beaucoup quand j'étais plus jeune. Oh là là, mais il faut arrêter ça, c'est beaucoup trop sucré. Le chocolat, là, Nesquik, Cookie Bit, enfin, Ovomaltine, tiens, il faut que je dise plusieurs, parce qu'en plus je suis filmée, mince alors. Les poudres instantanées chocolatées sucrées, n'achetez plus ça, c'est plus simple. Non, arrêtez ça aussi. Les viennoiseries, alors je ne suis pas un dictateur, on peut avoir un petit croissant, un petit peu au chocolat le matin, ça fait du bien. Mais pas tous les jours, évidemment. Il faut que ça reste une exception, il faut que ça reste pendant les vacances. Mais ça ne peut pas être le quotidien. Et surtout que quand on regarde en plus culturellement, ces petits déjeuners-là, ça vient d'ailleurs. Ce n'est pas ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents mangeaient le matin. Voilà. Donc, là aussi, il y a une vraie question à se poser. Et vous verrez le petit déjeuner conseillé, vous allez voir que finalement, ça rejoint plus notre culture. Les bons acides gras, ce sont les oméga 3 et les oméga 6. Ils sont neuroprotecteurs et luttent contre l'inflammation. Ils aident au renouvellement de la myéline qui entoure les neurones et ils vont permettre que l'information se transmette plus rapidement. Et là, encore avec l'âge, il faut en consommer. Des idées de sources d'oméga 3, oméga 6 ? Déjà, les bonnes huiles. Olive, colza, coco. Mais il y a une autre source excellente. En ce moment, il y en a plein. Avocat. Moi, je dis aux gens, quand c'est la saison des avocats, mangez des avocats. Mangez des avocats. Ils sont excellents pour le cerveau. Petits, moyens, grands, à 3 ans, à 4 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 99 ans. Mangez de l'avocat.
C'est excellent pour le cerveau. Donc, il faut en consommer, quoi, tout simplement. Oups, pardon. Et donc, finalement, parce que j'aime bien donner des idées claires, parce que vous allez me dire, ouais, mais bon, l'alimentation, je suis face à mon assiette là, qu'est-ce que je dois faire? Ayez en votre tête ce que je vais vous montrer, la loi des portions. Je suis dans une maison où on a les lois. Donc là, il va y avoir la loi des portions. OK? La moitié de mon assiette, la moitié, c'est des légumes et des crudités, crus ou cuits. La moitié, pas le petit quart, la moitié. Un quart, ça va être des glucides, on va avoir du riz ou des protéines. Un quart, la viande. Alors attendez, je vous montre des photos parce que voilà. Alors, je vais près de ma photo, mais c'est important. Vous voyez là en bas, là, la moitié de l'assiette, hein, un demi, la moitié, alors là, c'est un exemple, mais c'est des légumes. Il y a un petit quart en haut, c'est du riz, je ne sais pas si vous voyez. Et puis un petit quart, bon, ok, le poisson, j'aurais pu trouver mieux. Le petit pavé de saumon, là, on a mieux en Guadeloupe, mais c'est pour que vous ayez l'image. Ça veut dire que les grandes assiettes là, du dimanche, du riz et colombo, le riz fait une montagne comme ça, il faut arrêter ça. C'est trop de riz, c'est que des glucides en fait. Vous voyez? C'est quoi le problème de cette assiette? Voilà, par exemple, hein? Vous voyez? Alors là, on a mis une petite branche de persil dessus pour faire genre, mais ça compte pas, ça. C'est pas bon. Et il y a quoi? Il y a que du riz et des protéines. Ce n'est pas bon. Ça, c'est l'assiette du mal vieillir. Alors peut-être que c'est très bon, hein, et qu'il descende bien. Sur l'instant T, bien, sans problème. Mais c'est l'assiette du mal vieillir, donc c'est pas bon. Le plan de ma bonne assiette que l'on voit là, ben vous voyez là sur la moitié là à droite, déjà on n'a que brocoli, crudité, cru ou cuit, mais ça prend la moitié de l'assiette. Il y a un petit riz haricot rouge, mais vous voyez qu'il est tout, le petit quart, il est tout seul petit, il ne remplit pas l'assiette. La loi, avec un verre d'eau, un fruit, il vaut mieux manger le fruit que boire le jus. Ça c'est la loi aussi, de façon générale. Le moins vous transformez les aliments, le plus ils vous feront du bien. Ce qui pousse dans la nature est fait normalement pour être consommé. Hein. Vous ne voyez pas les ouistiti et les hippopotames à les faire cuire. Non, ils les consomment tels quels. Bon, nous, on a trouvé qu'on était un petit peu plus intelligents, les hommes. On s'est dit, tiens, on a inventé le feu, on va cuire. À partir du moment où vous faites de la cuisson, vous êtes en train de dégrader les vitamines, vous détruisez. Bon, alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être... Voilà, on ne va pas tout manger cru, on est d'accord. Et on ne va pas rentrer dans la polémique. Doit-on manger de la viande ou pas? Je ne rentrerai pas dans la polémique. Mais je dis juste qu'il y a d'autres sources de protéines que dans la viande. C'est tout. Donc, dans notamment les légumineuses, on peut trouver des protéines. Mais par contre, les fruits notamment, ils sont intéressants à manger parce que quand vous mangez le fruit, vous avez aussi toutes les fibres. Vous allez boire un verre de jus de canne à sucre. Vous allez ingurgiter un nombre pas possible de glucose. Pas possible. Vraiment, et très rapidement, et très vite, sans même avoir l'impression d'avoir bu quelque chose, donc vous allez remanger derrière. Vous allez manger la canne, déjà pour manger la quantité de canne que représente le verre de jus, je ne suis pas sûre que vous allez tout... Et vous allez prendre du temps déjà, vous allez mâcher, vous allez muscler, vous allez ingurgiter un peu de fibres, et puis finalement, en plus, ça va vous rassasier, parce que la mastication, même le fait de mastiquer, il envoie un signal à votre estomac de satiété aussi, hein, au fur et à mesure. Donc c'est beaucoup plus intéressant de manger le fruit plutôt que de boire le jus. Alors, ça, on a vu l'exemple de l'assiette du midi, mais le petit déjeuner, alors? C'est quoi le petit déjeuner idéal, à votre avis? Ah, c'est bon, ça. Hein? C'est bon, ça. Dire que moi, j'ai pris ça, hein, des fois. Hein? Ah ouais, le lait avec le chocolat, avec les cornflakes, avec, vous voyez, en plus les tartines, là. Donc, évidemment que ça, c'est à bannir, encore plus chez nos enfants, c'est à bannir, bien évidemment. Idéalement, le matin, protéines et bonne graisse pour le cerveau. Le cerveau, si vous voulez l'aider à bien démarrer dès le matin, c'est en fait plutôt les petits déjeuners salés. Ouais. Alors je sais, c'est compliqué, hein. Moi j'aime bien mon petit déjeuner sucré, mais les petits déjeuners salés, si on est physiologiquement parlant aligné avec le cerveau, ça va être... Alors c'est un exemple, hein. Vous voyez là, il y a des œufs durs, du fromage, une infusion, plutôt, le matin, sans sucre. Voilà. Donc ça va être des petits déjeuners salés, ça c'est des exemples, hein, évidemment, hein. Et surtout pour les enfants. Parce qu'un enfant qui, le matin, aura ingurgité trop de sucre, vous ne pouvez pas après lui demander d'aller s'asseoir dans une salle de classe de 8h à midi et d'être posé bien, etc. S'il est déjà en hyperglycémie, de toutes les façons, il ne va pas tenir en place. Le corps est bien fait. Hein. Le corps, son objectif, lui, il a un régulateur
il mesure le taux de sucre dans le sang en permanence. Et il y a une norme. Dès que vous êtes au-dessus, le pancréas fait de l'insuline, on fait ce qu'il faut pour faire descendre le sucre. Ce n'est pas bon pour nous. Donc, oui. C'est un exemple. Oui, c'est des idées. Celui-là. C'est-à-dire je veux dire du salé avec des exemples. Du jambon, du fromage, des protéines, une infusion. Ça peut être une tranche de pain complet avec un peu de beurre. Ouais, c'est un exemple. Hein. Ça peut être ça. Mais en tout cas, pas d'excès de sucre. D'accord ? Et donc, justement, et on va arriver à la deuxième clé, parce que je vous ai parlé de l'alimentation. Mais évidemment, bien manger ne suffit pas. Il faut évidemment avoir une activité physique régulière. Et ça, c'est la problématique de plus en plus de nos enfants qui sont de plus en plus sédentaires. C'est quoi la sédentarité, selon vous ? Ouais, c'est le fait, finalement, de ne plus bouger et de ne plus dépenser en calories, finalement, ce qu'il faudrait pour justement que notre métabolisme puisse évoluer correctement. Donc, c'est vraiment le nouveau mal de ce siècle, puisqu'on travaille assis, on est en voiture assis, on va chercher les enfants à l'école assis, enfin, on ne bouge plus. Alors que nos aînés allaient à l'école à pied, faisaient avant et après l'école, avaient des tâches ménagères. Donc c'est ce que je dis, hein, activité physique, ça ne veut pas forcément dire du sport, hein, c'est être en mouvement. Sauf que maintenant, le moins on fait de mouvement, le mieux on est en général. Hein. On dépose les enfants devant le portail de l'école. Ils ne marchent plus du tout. Même s'il y a 1 kilomètre d'embouteillage derrière nous, nous avons déposé. Donc ils ont des chaussures qui coûtent hyper cher, mais ils ne marchent plus. Ils ont des baskets, hein? OK. Et on pas marcher veille même. Et là où c'est très intéressant, l'activité physique et le cerveau, parce que vous allez me dire, oui, mais bon, l'activité physique et le cerveau, oui. Sachez que des études ont démontré que quand vous avez une activité physique régulière, vous impactez le développement cérébral de vos enfants, notamment une zone qui s'appelle l'hippocampe, qui est très importante pour la mémorisation, et dont le volume, justement, va être... le développement va être aidé par le fait d'avoir une activité physique régulière. On a même des études où on a pris des patients qui ont une maladie d'Alzheimer, on leur a fait avoir une activité physique régulière versus ceux qui n'ont pas. Eh bien, ceux qui avaient l'activité physique, on voyait qu'il y avait une dégradation cérébrale qui était moindre que ceux qui n'en avaient pas. Donc c'est quand même important de se dire que ça a une action, même chez les patients déjà malades, même chez les personnes qui sont atteintes de cancer ou d'autres pathologies, l'activité physique régulière a des bénéfices et réellement impacte notre développement cérébral. C'est très important chez les enfants, ce que je vous dis, ça veut dire que c'est bien, les enfants, on leur paye des cours de maths, de machin en plus, mais il faut aussi tout simplement qu'ils bougent. Je n'ai pas dit forcément de les mettre au sport, hein, envoyer-les, je ne sais pas moi, ramasser les herbes dans le jardin, machin, balayer, faire en bétain, quoi. Mais il faut qu'ils bougent, c'est important. L'activité physique aussi va nous protéger du cancer. On sait qu'une activité physique, au moins 3-4 fois par semaine pendant 30 minutes, va diminuer le risque de cancer du sein de 20% et celui du cancer colorectal de 25%. Donc c'est quand même important. Quand on parle d'activité physique, on conseille une demi-heure, au moins 3 fois par semaine. Et donc j'ai bien dit activité physique. Pas forcément sport, parce que j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais j'ai jamais fait de sport, à part quand il est en cas, mettez-moi au sport. » Non, marcher, aller prendre le courrier à pied, aller acheter le pain. Aller acheter le pain à pied. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à ma fille de 7 ans d'aller acheter le pain à pied avec moi. J'ai cru que c'était une punition. Au bout de 2 minutes, elle me dit « Mais j'ai chaud, mais je suis fatiguée, mais maman, c'est loin, mais pourquoi on ne prend pas la voiture ?» Et là, je me suis dit « Ouais, il y a un problème. » Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on va acheter du pain, on prend la voiture, en fait. Alors que moi, à son âge, j'allais à pied. C'est bizarre, hein, ça. On vous envoie à la boutique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Et boutique là, t'es loin, en fait. C'est maintenant que je réalise. Je me dis, mais ils étaient fous, mes parents. On partait à pied. Mes frères, ils étaient à vélo, ils partaient à vélo. Mais je pense que mes parents ne savaient pas jusqu'où mes frères allaient à vélo, en fait. Alors vous allez me dire, ouais, mais avec les temps qui courent, on ne peut plus faire ça. Oui, d'accord. Il faut être véhiatif, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre et les mettre dans une espèce de bulle où ils seront tous diabétiques, hypertendus et sédentaires. Et voilà. Donc, il faut les faire bouger, ces enfants, et il faut les faire bouger, et nous-mêmes, il faut bouger. La troisième clé, c'est ce qu'on fait là. Le lien social, l'interaction avec les autres. Ah, il y a un truc à l'église. Ah, il y a un truc là. Ah, on part quand là. Je ne veux pas sortir. Mais ah non, je suis fatiguée. Et non, j'ai mal. Tu sais, j'ai douleur. Les douleurs d'arthrose et tout ça, le moins,
le moins on bouge, le plus on va les entretenir. Il y a plein d'études qui montrent que finalement, il faut quand même essayer de bouger un petit peu, même quand on a mal. Alors, on s'entend et toute chasse gardée, évidemment. La douleur est un signal, je viens de me casser la hanche, on m'a dit de faire du repos, je fais du repos. Mais la fatigue, la douleur chronique, etc., il y a des moments où il va falloir essayer de passer un petit peu au-dessus et de dire, il y a quelque chose à l'église, il y a quelque chose au CCAS, il y a quelque chose à la mairie. Pour nous, les seniors, allons voir ce qu'ils font. Ouais, mais de toute façon, c'est comme si... Oui, allons voir ce qui se passe. Allons discuter, allons échanger, parce que le cerveau, il a besoin d'interaction. Si vous le laissez tout seul, fermé, dans une maison, à écouter les obsèques à 6 heures du matin, écoutez, ma foi, la projection... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre de nouvelles choses, pour apprendre une nouvelle langue, pour décider de se mettre à chanter. J'ai jamais chanté. On chante à l'église, n'est-ce pas? Eh bien, mettez-vous à la quoi? Ah oui, mais à mon âge, c'est pas grave. La musique, le chant, c'est excellent pour le cerveau. On va apprendre des chansons, on va être en interaction, on va rigoler. Non, c'est bon. Et même si on rigole pas, c'est bien aussi. Apprendre de nouvelles choses, une danse, une nouvelle langue, un jeu de société, voyager aussi. On va dire, ah, mais ouais, voyager, mais docteur, on n'a pas l'argent pour voyager. Mais quand je dis voyager, c'est même aussi aller visiter la commune d'à côté. Moi, il n'y a pas longtemps, c'était du côté de Bouillante. On n'est pas parti, on a fait des vacances en Guadeloupe. Et on a découvert tellement de choses. On s'est dit non. On a été sur des plages. Il n'y a que des touristes sur les plages, d'ailleurs. Des plages extraordinaires, du côté du Basse-Terre, là. J'ai dit, mais c'est en Guadeloupe. Mais c'est... Et vous avez des touristes qui connaissent mieux que vous, qui disent, oui, vous savez, là, il y a ça, vous avez vu le machin, le... Ok, merci monsieur, beaucoup. Il me dit, non, il faut passer par là, madame. Oui, ok, très bien. Le monsieur est là depuis 15 jours, le monsieur m'explique à Bouillante où est-ce qu'il faut aller. C'est pas normal, il me dit, il y a tel restaurant, il y a tel truc, il y a tel petit musée, il y a le parc là qui a ouvert. Le monsieur était là depuis 15 jours. Il m'a dit, oui, mais vous aussi, vous venez pour les vacances? Non, je vis là. Voilà. Donc, il n'y a pas d'âge et sincèrement, c'est important. Et puis, évidemment, je vous rassure, j'ai 3 diapos, après j'arrête. Anticiper. Dans son logement, dans son autonomie, anticiper. On passera rapidement la parole à Madame Arconte, je vous rassure. Mais ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas attendre que mamie a fait sa chute dans la baignoire, qu'elle s'est déjà cassé le col du fémur pour décider que, tiens, c'est maintenant, on va changer la baignoire et on va faire les démarches qui souvent prennent plein de temps pour ne plus qu'il y ait la baignoire. Mais elle a déjà cassé le col du fémur. La chute avec la fracture du col du fémur, j'en parle parce que c'est dans l'année qui suit 50% de mortalité. C'est terrible. Quand on est tombé, qu'on s'est cassé le col du fémur, ça a vraiment de grosses conséquences. Et tout simplement, quand on chute et qu'on n'arrive pas à se relever, qu'on reste au sol, même sans fracture, ça a un impact psychologique qui est extrêmement important. Donc ça veut dire qu'il faut penser et anticiper. Il y a des escaliers, il y a des tapis. Bon, la maison, elle est comment? Là, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. OK, dans 10 ans, je serai comment? Est-ce que ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer à y penser? Et pas quand l'âge est déjà très avancé. Et puis, c'est la 5e clé, le suivi médical. Les médicaments et le suivi médical. J'en parle parce que j'ai beaucoup de patients que je vois qui font renouveler les ordonnances tous les 3 mois par téléphone et encore. Et qui ne sont pas forcément régulièrement revus par leur médecin généraliste, qui d'ailleurs ne savent plus trop pourquoi on a tel ou tel médicament, c'est-à-dire qu'on a une ordonnance où il y a 15 lignes, mais on ne sait pas. Ça, je crois que c'est pour le cœur, puis ça, je crois que c'était pour le... Mais on continue de prendre. Chaque ligne, on doit savoir pourquoi c'est pris, depuis combien de temps, jusqu'à quand. Est-ce qu'il ne faut pas le réévaluer? Est-ce qu'il ne faut pas l'arrêter? Parce qu'attention, les effets médicaments peuvent aussi avoir des effets indésirables, qui se déclarent à partir d'un certain âge. On a beaucoup de médicaments qui vont influer quoi? La mémoire. Les médicaments pour dormir, les médicaments anxiolytiques, certains traitements qui ont des effets indésirables. Donc des fois, on vient me voir parce qu'on pense qu'on a une maladie d'Alzheimer, et en fait, c'est les médicaments qu'il faut revoir. Donc là aussi, la mémoire n'aime pas les médicaments qui sont pris, on va dire, sans qu'ils soient réévalués. Et puis, tout ce qui est dépistage régulier, pour les cancers, vous recevez des fois le dépistage du cancer colorectal, la mammographie, les choses qu'on conseille de faire régulièrement pour justement dépister un cancer, surtout cancer colorectal, cancer du sein, cancer de la prostate. Il y a des progrès extraordinaires. Donc quand ils sont pris à temps, c'est vraiment des cancers sur lesquels on peut avoir des actions thérapeutiques fortes, voire guérir, mais pris à temps. Et il y a des fois des cancers qui sont très évolués malheureusement. Donc finalement, vous avez vu, si je regarde les 5 clés pour le bien vieillir de notre cerveau, ah mince, j'étais trop vite, c'est premièrement, bien manger. Bien manger.
ce qu'on met dans la bouche. C'est deuxièmement bien bouger. Ensuite, c'est stimuler son cerveau avec le lien social, voir du monde, etc. Avoir quand même un petit côté où on anticipe et on adapte, on se projette un petit peu, s'il faut adapter le logement, etc. Et puis le suivi médical, j'ai même cité le fameux carnet de santé, parce qu'au bout d'un moment, à partir d'un certain âge, c'est bien d'avoir un petit dossier, alors peut-être pas un carnet de santé, mais un dossier où on a le suivi médical, les ordonnances du cardiologue, de l'ophtalmo, qui fait qu'on sait un peu qu'est-ce qui est pris et comment. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Que dans tout ça, la personne numéro 1 qui est garant de son vieillissement et des clés là dont je vous ai dit, c'est qui? C'est pas Dr Basile, hein. C'est vous. La personne qui remplit le caddie le samedi, là, pip, ou bien pip, et qui met le pack de Coca, le pack de Fanta, Coca, 7-Up et ordinaire. C'est vous. Je milite pour les boissons gazeuses parce que je suis pour leur abolition, par contre. Leur abolition. Oui, oui, madame, par contre, leur abolition. Moi, il n'y en a pas chez moi, en fait. Si tu viens chez moi, il y aura pas de soda, il n'y aura pas. Ça, c'est sûr, de soda, il n'y a pas. J'ai des enfants, hein. Des petits, des moyens, des grands, il y a des enfants, mais il n'y a pas de soda à la maison. On n'est pas des totalitaires, on va au fast-food. Hein. Mais par exemple, quand on va au fast-food, la règle, c'est vous prenez ce que vous voulez manger. Par contre, la boisson, c'est de l'eau. Point barre. Alors au début, quand vous faites ça, ça va rien. Mais non, machin. C'est soit c'est de l'eau, soit nos cabats. Allez, de temps en temps, on va prendre une canette de coke, boisson sucrée. Mais ils sont 4. Hein. Ah ouais, mais non, chacun veut la sienne. Ah ben c'est soit on partage, soit il n'y a pas. Ça va râler au début, mais en fait, c'est tout bête. S'il n'y a pas, ils vont... Mais il n'y a pas. Ben, en fait, ils prennent le pli. Et très petit, les jus sucrés, les sodas, pas avant 3 ans. Never, ever. Donc là, ma fille, elle a 4 ans, il n'y a pas longtemps, elle a découvert, c'était quoi le FANTA. Ah. Et bien, je vous assure, ça l'a tellement surprise qu'elle a pris 2 gorgées, elle ne voulait plus, parce qu'elle n'a pas l'habitude. Et même les plus grands, c'est la règle du 2 ou du 3 doigts. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a le verre, mais pas plus haut que 3 doigts s'ils sont chez quelqu'un. Parce que vous allez me dire, oui, mais s'ils sont chez la famille. Oui, mais ils savent que c'est 3 doigts. Donc, après, on lutte comme on peut, hein, je vous assure, voilà, hein, je suis comme vous aussi. Mais je veux dire, il y a des trucs sur lesquels je sais que je ne vais pas gagner si la bouteille est là. Donc là, quand la bouteille n'est pas là, il n'y a pas de discussion. Terminé. Comme ça, c'est réglé. Et c'est quand même important parce qu'on a des enfants maintenant au CHU où à 16 ans, ils sont dans des comas diabétiques, dans des couverts de pathologies qu'on découvrait avant à 60 ans. Donc il y a un problème quand même. Il y a un souci. Et là, les enfants, c'est vraiment le terrain privilégié où je vais parler parce qu'en fait, entre guillemets, tant qu'ils ont des parents au-dessus d'eux, c'est pas eux qui... Voilà. Après, c'est pas à 18, 20 ans, ouais, ne mange pas ça, ne bois... Non, c'est trop, c'est fini. C'est terminé. Donc avant... Plutôt, vous avez le pouvoir de décider, donc vous mettez ce que vous voulez dans le frigo. Donc c'est pour ça que c'est très bien, la loi sur le sucre dans les yaourts, c'est très bien, il fallait une loi. Ok, on a fait une loi, mais bon. Mais qui est-ce qui achète les yaourts? Parce qu'on a dit, oui, monsieur le a fait une loi, c'est bien, il faut qu'il y ait la loi. Les produits trop sucrés, c'est scandaleux. Pourquoi aux Antilles, c'était ça la loi. Aux Antilles, on s'est rendu compte qu'il y a des produits qui sont plus sucrés qu'en hexagone. Scandaleux, pas normal, absolument, baissons le sucre. De vous à moi... La composition n'a pas vraiment changé, hein, mais bon, je ne suis pas une spécialiste. Mais qui achète le yaourt, qui le met dans notre bouche? C'est nous. Donc, déjà, nous, je me mets dedans, hein, on change nos habitudes. Et par exemple, je vous ai dit, mangez le fruit plutôt que le jus. Voilà. Ben voilà, je pense que moi, j'ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je passe la parole à ma Marconte un petit peu, et puis on prendra quelques questions. Oui, hein? Ah, mais c'est pas oui, ok, je venais, tu n'as pas besoin de ça. Bonsoir tout le monde. On se récupère le pupitre. Vous ne me verrez pas du coup. Donc, le docteur a parlé des 5 clés par rapport au la façon de bien vieillir. Donc, moi, je vais évoquer l'aspect social parce qu'on a évoqué plein de choses. Mais il faut savoir que si on a une situation sociale fragile, il est un peu compliqué de suivre toutes ces clés. Donc, tout d'abord, par rapport à la santé, on a fini par le suivi médical qui est une des clés. Ce qui est important déjà, c'est que chacun d'entre nous ait un médecin traitant. Donc ça, c'est le pilier de notre santé. Et il faut savoir aussi qu'on a le droit de changer de médecin traitant. Parce que certains patients me disent, oui, mais ça fait 40 ans que je le connais, je lui ai dit que j'ai mal là, mais il n'a pas écouté, il ne veut pas. Donc, il faut être à l'aise avec ça. Donc, il faut être au milieu, c'est ça. Ah, ok.
Ok. Et du coup, faut pas hésiter à changer de médecin traitant pour que... Et souvent, on se rend compte que quand il nous connaît bien, il est, comme le docteur a dit, hein, il renouvelle les ordonnances. Donc, il faut y aller, il faut être à l'aise pour lui parler, pour dire « je ne suis pas bien ». Par exemple, nous, à la polyclinique, on fait des bilans. Toujours dans le cadre du suivi médical. Les bilans sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc, il n'y a rien à débourser. Donc, il ne faut pas hésiter aussi. C'est une façon de prendre soin de sa santé. Il y a aussi l'aspect des ouvertures de droits. Est-ce que vous savez ce que c'est? Les mutuelles. Est-ce que tout le monde ici a une mutuelle? Certains, plus on avance en âge, plus une mutuelle est chère. Mes patients, ils payent parfois chacun une mutuelle 120 €. Mais est-ce que vous saviez que quand on a des ressources qui ne sont pas très importantes, on a droit à de la complémentaire santé solidaire? Est-ce que vous savez que quand on dépasse pas 10 000 € dans la déclaration d'impôt, on peut bénéficier d'une aide qui nous permet de payer une mutuelle 20-30 € par mois. Je pense qu'on ne le sait pas tous et que plutôt que de payer sa mutuelle à payer 120 €, 150 € sur un budget de 900 € par mois, il ne faut pas hésiter. Donc ça, il faut se rapprocher de la sécurité sociale. Il faut se rapprocher des assistantes sociales, du conseil départemental ou des CCAS. Ensuite, on a parlé de bien manger. Comment bien manger quand financièrement ça ne va pas? Comment on fait pour manger de façon équilibrée? Parce qu'un fruit à pain, docteur, ça va être encore cher. Même si pour moi, on ne devrait pas vendre un fruit à pain. Un fruit à pain, mais jamais. Des mangues, des fruits à pain, je refuse. C'est soit on prend dans l'arbre, soit on prend dans l'arbre. Oui, il y en a, et qui sont nettoyés. Ouais. Donc du coup, il faut savoir aussi qu'il y a déjà, le budget est fragile quand on passe à la retraite. On perd énormément, généralement. Donc, généralement, c'est 50% des meilleures années. Ça veut dire que si vous avez eu 1 000 €, on passe à 500 €. Alors, souvent, il y a des petites mamies qui me disent « Mais on y a qui 300 € qui j'en ai fait ?» Alors, il faut savoir aussi qu'il y a le minimum vieillesse. Donc là, je vous parle de choses pour que ça puisse vous dire « Ah, j'ai entendu ça avec l'assistante sociale. Laisse-moi les demander. Hein. » Donc, quand on a des faibles revenus, on peut parfois prétendre au minimum vieillesse. Alors, l'État est malin, hein, on vous aide financièrement, mais c'est récupérable sur les biens. Alors, un petit tip que je vais vous donner. Quand vous avez des biens avant 75 ans, faites les donations. Ça veut dire que vous donnez à vos enfants. Donc, quand l'État viendra récupérer pour le minimum vieillesse, il n'y aura rien récupéré puisque ce sont vos enfants. Donc, c'est eux qui auront les biens. Et ça aussi, ça permet de ne pas payer les frais de succession. Je ne vous mets pas un pied déjà dans la tombe, hein, mais c'est pour que vous puissiez avoir ça. Il faut les donations. Est-ce que vous avez compris un peu comment j'ai expliqué? C'est que si on fait le minimum vieillesse, c'est à peu près 1 000 €. Ça s'appelle l'ASPA. Donc, on a une retraite de 300 €, on dépose un dossier et ça permet de monter jusqu'à 1 000 € par mois. Donc, ça améliore nos conditions de vie, financièrement, on s'en sort. Mais c'est récupérable hein, sur un certain montant, sur notre maison pour laquelle on a travaillé toute notre vie. Donc, du coup, pour ne pas avoir ce problème, et de toute façon, quand on va fermer les yeux, c'est pour nos enfants à la maison. Donc, quand on avance en âge, ou même, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui ont mon âge, mais il faut faire les donations les plus tôt possible. Donc, vous donnez en bien propre vos biens à vos enfants. Donc, il n'y a pas de récupération. C'est valable aussi pour les EHPAD, même si on n'est pas un peu sur le sujet. D'accord? Donc, déjà, améliorer ses ressources. Donc, c'est possible. À payer une mutuelle moins chère, avoir le minimum vieillesse. Aussi, est-ce que vous savez qu'il y a des applications anti-gaspillage en Guadeloupe? Je pense que vous ne saviez pas. Alors, ce sont comme en France, comme dans l'Hexagone, j'ai vu que tout le monde a un petit téléphone, donc je pense que vous savez faire. Il y a des applications comme Phoenix, P-H-E-N-I-X, qui permettent, à la fin de la journée, vous avez moins 50% dans certains magasins autour de chez vous. Donc ça, il faut y penser. Quand on a une petite retraite, quand on a des petits revenus, ça permet d'acheter des produits de qualité et de pouvoir bien manger. Au lieu de... Voilà, exactement. Exactement. Donc, il y a Phoenix, il y a un autre aussi, j'avais noté. Il y a Gaspise aussi qui fonctionne bien en Guadeloupe. Donc, c'est pas encore dans notre culture, hein, mais c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé. Gaspiz. Vous téléchargez l'application. Et ah ouais, il y a une boulangerie? Ok, ben je ne connais pas. Je disais, il y a une boulangerie sur cette application où en fin de journée, les invendus viennoiseries, mes pains, etc., qui sont censés jeter, ils donnent, en fait, ils font des petits paquets et ils donnent si vous passez. Donc, c'est quand même intéressant, quoi. Dites-moi, madame. Non, vous installez l'application, donc vous avez accès à tout ce qui est disponible à la fin de la journée. Et vous allez dans le magasin
Et c'est pas, oui, c'est juste qu'en fonction de leur invendu de la journée, il y a des paniers légumes. Il y a des légumes qui sont avancés, mais qui sont encore consommables, qu'ils vendent. Donc, du coup, ça nous permet, on sait que manger, ça coûte cher. Les légumes, ça coûte cher. Vous pouvez en acheter. Donc, ça, c'est des petits tips que je vous donne pour ça. Il y a aussi, quand on a vraiment des difficultés, on peut s'inscrire à l'épicerie solidaire. Il y en a 3-4 en Guadeloupe. Et ils font des paniers qui permettent, du coup, de manger. Il y a de la viande. Alors, moyennant certains, c'est 5 € par mois, à peu près. On s'inscrit et on peut acheter des courses avec 10-20 centimes. Donc, c'est toujours des possibilités quand on ne peut pas faire les courses correctement pour le mois. Et donc, ça nous permet de ne pas être dénutris, de bien manger, d'entretenir. Donc, c'était ça. Donc, j'espère que ça vous a un peu aidé. Ensuite, de quoi je voulais vous parler encore? Ah oui, je voulais vous parler de la santé mentale. Donc, le docteur a parlé du fait que c'est important. On n'a pas trop parlé de l'anxiété. Mais quand on vieillit, moi je le dis souvent à mes petites patientes que je reçois, on a traversé toute une vie avec plein d'épisodes. Et certes, on a bien plein de soutiens comme la spiritualité, le sport, mais souvent on a des plaies, des bobos qui nous chatouillent. Et il faut savoir qu'avec la sécurité sociale, on a droit à 12 séances par année avec le psychologue. Donc, alors je dis souvent, les mamies me disent, mais oui, il manque pas les babondiers. Je dis, c'est vrai, il écoute et il entend, il donne des réponses, mais peut-être pas de façon audible tout de suite. Et il n'a pas peut-être les mêmes astuces. Donc, il ne faut pas hésiter. Le psychologue, c'est pris en charge par la Sécu, ça accompagne, en plus de la spiritualité. Donc, en fait, on a juste besoin d'une petite ordonnance et on demande au médecin, et il y a une liste de médecins, de psychologues qui participent. Donc, ça aussi, ce sont des économies, mais ça permet socialement d'avancer. J'ai oublié un petit tips pour l'alimentation. On ne pense pas souvent. Les personnes, quand on vieillit, on a des problèmes de dents. Et du coup, on ne peut pas manger, on a du mal à manger. Et souvent, on se dit, mais une prothèse, un bridge, ça coûte très, très cher. Donc, ça aussi, on ne sait pas, mais la sécurité sociale participe. Il y a des aides financières et j'ai quand même sur des devis qui sont assez importants. Si on a une mutuelle, elle peut jouer le jeu. Si on a un reste à charge, par exemple, de 1 000 €, elle peut donner jusqu'à 800 € pour les prothèses dentaires. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a la sécurité sociale et nos mutuelles aussi. On a des actions sociales avec la mutuelle. Donc, les dents, c'est quand même un poste de dépense important, mais qui servent à bien se nourrir. OK? Donc ça, on se rapproche pareil des services sociaux qui sont autour de chez nous, ou ceux qui sont un peu plus alertes, ils vont sur amélie.fr, ils font ça, pap, pap. OK? Ensuite, donc, du coup, j'ai parlé de ça. Le docteur a parlé de maintenir les liens. Donc, les associations, c'est très important. Les CCAS accompagnent les seniors. Il y a même des écoles qui font aussi des liens intergénérationnels. Ça permet de mobiliser, ça nous permet de transmettre du savoir. Il y a des jardins thérapeutiques. En fait, il y a plein de choses qui se font en Guadeloupe. Et en fait, on ne sait pas parce qu'on ne se rapproche pas vers les bonnes structures. Donc, ne pas hésiter à vous rapprocher du CCAS. On me dit qu'elles ne sont pas forcément visibles, les collègues, mais elles attendent que ça. Et plus il y a d'administrés qui demandent des choses à faire, plus il y a des choses qui se mettent en place. Et même dans la vie de l'Église aussi, je pense qu'il doit y avoir plein d'événements qui doivent être très intéressants. Ensuite, de quoi j'avais parlé? On a parlé de l'aménagement du domicile. Pareil, est-ce que vous saviez qu'il y a des aides importantes pour changer la baignoire? Parce que pour une salle de bain à l'italienne, je ne sais pas si vous savez, on est autour de 6 000 €. Mais la sécurité sociale, le conseil départemental, les mutuelles et parfois aussi les retraites complémentaires, en fonction du devis, elles font des montages financiers et vous avez des restes à charge très, très minimes. Quand il y a des escaliers, on peut faire des montes escaliers aussi. On peut faire des devis pour ça. Je sais qu'il y a des mamies ou des papis qui veulent rester en haut. La chambre est en haut, c'est comme ça. Il ne faut pas changer leur quotidien. Mais les montes, alors c'est onéreux, mais il y a des aides financières. Les tapis à bannir, le docteur a bien dit. Si on tombe par terre, c'est pas bon. Pas de tapis. Les chiens qui sont dans la maison et qui courent, on évite. Vous connaissez le bracelet de la téléassistance ou pas? Alors, c'est très important, j'y tiens énormément à ce bracelet, parce que comme le docteur a dit, plus longtemps on reste par terre,
plus le syndrome post-chute est important, on a de moins en moins confiance en soi, et même on sait que physiologiquement, c'est pas bon. Donc il y a il y a 2 ou 3 prestataires sur le territoire qui louent en mettant en location les bracelets de téléassistance. Donc c'est un collier ou un bracelet. Si jamais on chute, déjà il y a le poids du corps, donc il se déclenche automatiquement. Parce que pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, parfois c'est compliqué de se dire « Ah, je suis tombée, j'appuie ». C'est un exercice qui est compliqué. Mais pour des personnes j'ai même une patiente, elle est sujette aussi à la sciatique. Une fois, elle est allée aux toilettes et elle est restée coincée 3 heures sur ses toilettes. Elle a attendu que sa fille rentre parce qu'elle n'a pas eu la force de se lever. Donc c'est un petit bracelet sur lequel on appuie ou un collier et on signale. On appelle soit les proches, soit la voisine si on n'a pas d'enfant, soit quand on n'a personne, on appelle les pompiers. Donc on va me dire c'est un budget autour de 35-39 €, mais quand on a des ressources qui sont faibles, on peut bénéficier d'une aide financière du conseil départemental. Donc ne pas hésiter, il ne faut pas attendre d'être en perte d'autonomie. Hein. Il y a des patients qui ont des pathologies cardiaques, des patients qui font de la chimiothérapie, des patients qui sont sujets au malaise. Je pense que c'est quand même un outil qui prévient énormément et qui peut sauver des vies. Donc, si vous voulez, je pourrais vous en parler, vous faire des petits mails, etc. Docteur, tout à l'heure, vous avez parlé des aidants. On n'en parle pas souvent aussi. Quand on vieillit, plus on avance en âge, nos parents sont encore en vie. Donc, on est souvent l'aidant de nos parents. Et ça aussi, on a ce souhait de les accompagner. On a le souhait d'être présent en permanence, de ne pas vouloir déléguer, de ne pas vouloir que quelqu'un d'autre fasse la toilette, que quelqu'un fasse à manger. Alors les aidants, j'appelle ça une cohorte, une population qui est grandissante en Guadeloupe et qu'il faut soutenir. Je sais que quand on veut faire au mieux pour nos proches, mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Je pense que tout le monde sait qu'il y a des aides du conseil départemental, des auxiliaires de vie. On peut avoir simplement une infirmière qui passe faire la toilette de maman ou papa. Il y a aussi des temps de répit. Si vous avez des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs ou même qui sont lourdes au quotidien, il existe des dispositifs de placement temporaire. Il faut juste solliciter les CCAS encore une fois. Donc quand c'est trop lourd, ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que ça aussi, la lourdeur du quotidien peut fragiliser la vieillesse. Voilà, c'était un petit peu sur ce que je voulais vous broder un petit peu, vous parler, parce que je sais qu'il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas, et on n'ose pas aller voir les collègues du CCAS et du conseil départemental, mais ce sont des acteurs importants sur qui on peut compter et qui peuvent débrouiller un petit peu les situations complexes. Voilà, de toute façon, je laisserai mon mail, puisque peut-être vous n'aurez pas tous sera à l'aise de me parler, mais je pense qu'on a tous besoin parfois d'une petite question auprès de l'assistante sociale. Voilà, c'était ça mon intervention. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, Madame Araconte, c'est une assistante sociale. Alors, j'aimerais présenter Madame Araconte à Tati Dina, ou Dina Gélabal. Ça fait 40 ans, elle était à Pointe-à-Pitre. Elle est maintenant au ministère du Temps libre. Et chez nous, dans notre organisation, à l'Église adventiste, nous avons un département de la famille et nous essayons au mieux. Donc, il y a la chorale des aînés qui est dirigée par Émile. Il y a certaines personnes qui font partie de la chorale qui sont ici. Donc, ça fait partie aussi de la mémorisation. Et nous tentons d'être aussi proches de nos aînés que possible. Et Dina, bien qu'elle soit à la retraite, elle tente au moins pour certaines personnes d'être proche des aînés, on va dire cela. Donc, on tente qu'elle ne soit pas trop esselée. Et pour revenir à Madame Araconte, elle est vraiment la personne idéale pour les personnes âgées. Elle va donner plein d'astuces. Entre parenthèses, dans le cadre de ma maman, qui a 92 ans, qui est suivie par l'unité mémoire, et c'est pour cela que j'ai voulu que nos aînés puissent avoir l'information de l'unité mémoire de la polyclinique, et pas que les aînés, mais dès qu'on a 50 ans, à partir de moi-même, il faut commencer à prévenir les troubles de mémoire et à pouvoir un petit peu aller jusqu'à très tard en âge avec sa mémoire. Je sais aussi qu'il y a des personnes ici qui ont des soucis avec soit leurs frères, sœurs
au conjoint par rapport à la mémoire. Et c'est maintenant qu'il fallait poser la question, comment faire en tant qu'aidant pour accompagner conjoint, frères et sœurs qui perdent la mémoire. C'est des fois très difficile dans la famille. Et pour revenir à Madame Arconte, il y a la JICARCO, vous n'en avez pas parlé, qui peut aussi, donc je vous cède la parole sur la JICARCO et je laisse au médecin le fait de répondre à cette question. Alors, la JICARCO, c'est la retraite complémentaire que tout le monde, quand on a travaillé dans le régime général, avec laquelle je travaille énormément et qui permet de financer alors souvent je la sollicite pour des grosses dettes, sur des budgets qui sont quand même assez importants. Donc parfois j'ai des devis à 4 000 € et ils interviennent de façon assez importante. Donc quand il y a des difficultés financières, parce qu'on sait que même si j'ai valorisé énormément le conseil départemental, mais les caisses s'amenuisent de plus en plus, la sécurité sociale aussi, mais encore sur AGIRARCO, on peut avoir c'est un pilier pour moi. Donc, ne pas hésiter. Pareil, je peux transmettre le formulaire, parce que j'ai un collègue qui est assez réactif, assez véatif, avec un rapport social et un dossier soutenu. On peut être aidé. D'accord ? Ah oui, l'ergothérapeute. Alors, souvent, nous vieillissons, on a des bâtisses, on a des habitations qui sont assez vieillissantes. Nous vieillissons, mais nous n'adaptons pas notre habitat. Et là aussi, il peut avoir une aide pour que l'ergothérapeute passe, pour modifier, pour éviter les chutes et pour que la personne âgée soit en sécurité. Pourriez-vous nous dire aussi, quelque part, soit docteur ou soit vous? Alors oui, il y a une association, c'est l'APF. Donc eux aussi, ils ont des ergothérapeutes. Nous avons déjà travaillé avec eux. Et en effet, ils viennent à domicile et ils font des préconisations. Ils accompagnent vraiment de A à Z. Donc l'ergothérapeute voit ce qu'il faut faire comme aménagement. Vous voyez, ça peut être un réos WC. Il y a des barres d'appui. Il y a des aides techniques à la maison parfois aussi, quand on a des douleurs au bras, des douleurs aux jambes. Et ensuite, il fait le devis. Et l'assistante sociale de l'APF, elle cherche elle-même les financements. Donc, du coup, c'est une association que je trouve qui est très importante parce qu'on n'a pas beaucoup d'ergothérapeutes. Et non, il n'y en a pas beaucoup, à part en structure, en clinique. Et j'ai oublié de dire aussi, quand vous êtes hospitalisé sur des longs séjours, ou même quand vous êtes hospitalisé, vous avez un bras cassé, vous avez une opération, il ne faut pas hésiter à demander à voir l'assistante sociale à l'hôpital et à la clinique. Parce qu'elles peuvent accompagner sur le retour à domicile. Et parfois, il y a des ergothérapeutes. Et les ergothérapeutes se déplacent et voient du coup comment sécuriser l'environnement. C'est vraiment ça le rôle de l'ergothérapeute. Voilà. Donc la question, c'était pour l'accompagnement pour les aidants. Par rapport aux gens qui ont des troubles de mémoire. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs stades, parce que j'ai envie de dire déjà d'abord, les troubles de mémoire, il faut qu'ils soient diagnostiqués. Donc le premier rôle, on va dire, de l'aidant, du proche aidant, c'est d'accompagner la personne en question vers le diagnostic. Et déjà ça peut ne pas être très simple, parce qu'on a des fois des personnes qui ne veulent pas forcément consulter, c'est compliqué, c'est difficile. Et c'est vrai que ça, je dirais, il faut soit se mettre en relation effectivement avec son médecin traitant, ou en tout cas avec nous, parce que des fois, on va reprogrammer les rendez-vous, essayer aussi de trouver des astuces pour recevoir les patients. Moi, c'est déjà arrivé de recevoir des patients, par exemple, aussi sans la blouse. Bon, et puis même quand j'ai une blouse, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément de blouse blanche. J'ai des blouses bleues, vert, rose, multicolores. Non, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'anxiogène. Si quand la personne arrivait à voir un médecin en blouse blanche, bon, c'est vrai que j'ai peut-être pas le faciès du médecin type, donc déjà, ça les déstabilise, donc le contact est plus facile. Mais c'est important aussi, l'environnement. Pourquoi je dis ça? Parce que tout trouble de la mémoire n'est pas forcément une maladie d'Alzheimer. C'est pas parce que j'ai un problème de mémoire que ça veut dire que j'ai une maladie d'Alzheimer. Donc en 1, il faut faire le diagnostic. Parce qu'un problème de mémoire, ça peut être dû à un manque de sommeil, ça peut être dû à une dépression, ça peut être dû à un problème de thyroïde, un manque de vitamines ou autre chose, ou ça peut être dû à une maladie d'Alzheimer. Et c'est pour ça que vous verrez en unité mémoire, quand les gens viennent, on fait des bilans assez complets et on va aller un peu tout inspecter avant de dire oui ou non c'est une pathologie Alzheimer ou apparentée. Maintenant, il est vrai que quand la personne a un diagnostic établi et qu'elle a des troubles de la mémoire, la maladie va évoluer et c'est vrai que le quotidien de l'aidant qui vit avec cette personne, eh bien, c'est un quotidien qui est extrêmement difficile. Il y a plusieurs parts, on va dire, du cheminement de l'aidant lui-même, qui doit lui-même accepter, et tous les aidants dans une fratrie
ne vont pas accepter les choses de la même façon. On a des enfants ou des frères ou des sœurs, des fois, qui peuvent être dans un déni, qui peuvent ne pas mesurer la situation. Il y a une différence entre les enfants qui sont peut-être en métropole et celui qui vit au quotidien avec le parent, qui lui se rend compte, alors que la frère qui est là-bas lui dit « Mais non, tu exagères, c'est pas ça, etc. » Donc, il y a toutes ces difficultés-là. Et puis, il y a l'accompagnement qu'il faut faire quand le patient est dans le refus, très souvent au départ, dans l'opposition sur certains soins. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accompagnement à faire. Globalement, il faut se préserver. Un patient qui a des troubles de la mémoire, qui vous certifie qu'il n'a pas mangé ce matin, qu'il n'a pas ceci, vous êtes là, mais si, maman, je t'ai donné à manger, mais quand on dit moi là, etc. Non. Parce qu'en fait, vous allez vous épuiser avant le patient, vous allez surtout l'irriter, et en sachant que dans ces maladies-là, il n'y a pas que la mémoire qui est touchée, c'est des personnes qui sont beaucoup plus irritables, qui vont s'énerver beaucoup plus vite, qui peuvent être agressives verbalement, voire physiquement, si vous insistez. Hier ou avant-hier, j'ai eu une dame qui était très agressive, d'abord verbalement, puis physiquement avec son fils, parce qu'elle voulait partir, il voulait qu'elle reste dans la consultation. Elle part, donc il la tient, il la tire, elle commence à donner des coups. J'étais à côté. Et moi, je lui ai dit, non, monsieur, on ne va pas faire la consultation, en fait, vous allez partir avec votre maman, parce qu'à l'instant où on part, elle ne savait plus où elle était, elle ne me reconnaissait plus, elle ne reconnaissait plus son fils. Pour elle, il fallait, quand je vous dis qu'elle partait en courant, hein. C'était pas parce qu'elle était, pour elle, dans une situation de danger. Les patients qui ont des maladies Alzheimer et apparentées, ils ne sont jamais spontanément agressifs. C'est pas vrai. On va me dire, oui, mais des fois, ils donnent des coups, ils tapent. Non, ils sont agressifs en réaction à une situation. Ah bon, votre maman, elle tape, mais elle tape qui? Ouais, mais les aides-soignants, le matin, elle tape, elle n'arrête pas. Oui, mais qu'est-ce que l'aide-soignant faisait? Ben, mes docteurs, il fallait faire la toilette, donc on s'est mis à deux parce qu'elle ne voulait pas se déshabiller. Ah! Donc, elle tape parce qu'en fait, vous êtes en train de tenir votre maman de 82 ans, de la déshabiller contre sa volonté pour faire une toilette parce que vous estimez que là, c'est l'heure de la toilette. Les patients qui ont des maladies Alzheimer apparentées, ils ont perdu la capacité à s'adapter à leur environnement. Et ce qui est très difficile, c'est que c'est l'environnement qui doit s'adapter à eux. Qui veut dire que si je dis, c'est pas toilette, c'est douche, et puis c'est à 11h et pas à 7h, eh bien ce sera comme ça. Ouais, mais l'infirmière, elle passe à 6h en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et là, on rentre dans des questions éthiques. Alors, faut-il ou ne faut-il pas forcer quelqu'un à faire une toilette? Mais oui, mais docteur, ça fait 2 jours. Alors, ça fait rire, madame. Mais vous savez, il y a des gens, il y a des familles où ça, c'est un drame. Parce que vous avez des familles où ils sont en pleurs de venir en consultation en me disant, vous savez, ça fait 5 jours que ma mère ne s'est pas lavée et qu'elle ne veut pas changer sa culotte. Oui, il faut rentrer dans les choses, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met à 3 pour lui enlever sa culotte ou comment on fait ça? Et vous imaginez la violence de la chose si vous avez vos propres enfants qui vous tiennent pour... Il ne faut jamais forcer un soin. Ça, c'est la règle. C'est-à-dire que tout ce qui ne relève pas de l'urgence vitale, il ne faut pas le forcer. Alors oui, ça va déranger, c'est pas correct, c'est pas... Mais en fait, le risque à vouloir imposer un soin, un geste, une toilette, un médicament, c'est en face de majorer une agressivité. Typiquement, vous aurez la réaction en face de l'agressivité de la personne qui va chercher à être elle et à reprendre son droit et son autonomie, parce que pour elle, dans sa tête en plus, hein, soit elle ne reconnaît pas sa fille, soit si vous êtes sa fille de 5 ans, donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez, c'est très très compliqué. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout seul, à gérer tout ça tous les jours, tous les matins, tous les soirs, on n'arrive pas. Il faut se faire accompagner, il faut se faire aider, il faut des pistes que même des fois, nous les médecins, on n'a pas. Moi, j'ai eu une famille où justement, les enfants avaient un papa qui justement avait des problèmes urinaires et qui faisait pipi partout, qui était Alzheimer, etc. Et donc les enfants, ils essayaient de le tenir pour lui faire la toilette. Enfin, c'était très compliqué. Jusqu'à ce que dans un groupe d'aidants, de parole, ils ont discuté avec une autre famille. Et dans l'autre famille, on leur a dit, vous savez, alors oui, en plus, ils voulaient mettre je me souviens, des protections, des couches à leur papa. Donc, évidemment que le papa ne voulait pas. Donc, il y a un des fils qui a eu l'idée, il faut qu'on l'attache sur le lit. Enfin bon. Eh bien, ils ont eu l'idée de faire comme une autre famille où ils ont retrouvé à l'époque les pots de chambre là. Ils ont mis un pot de chambre dans la maison. Eh bien, vous savez, ils ont mis ça. Le monsieur faisait tout ce qu'il avait à faire dans le pot. Se levait le matin, allait vider son pot derrière la maison. Enfin, parce que ça reconnectait peut-être avec quelque chose qu'il a connu enfant. Mais si vous croyez que c'est moi qui aurais pensé au truc du pot de chambre, c'est pour ça que je vous dis, c'est ça l'intérêt du groupe des aidants, des groupes de parole, les plateformes de répit, parce que les familles, entre elles, des fois,
vont échanger. Ce sont des pathologies où on n'a pas de médicaments qui vont faire disparaître ces troubles-là. Et les médicaments qu'on met en place, ça va être effectivement, il y a des sédatifs ou des neuroleptiques qu'on met en place si vraiment la personne se met en danger ou si vraiment elle est vraiment trop excessive dans ses réactions et donc risque de blesser ailleurs autrui. Donc là, mais au quotidien, vous doutez bien qu'on ne va pas mettre des neuroleptiques à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler, de discuter avec les aidants ou l'assistante sociale ou autre, et de dire, parce que ça, en fait, je vous ai volontairement pris des exemples très choquants, parce que ça, ce n'est pas des choses que les gens aiment dire en consultation, et souvent pas au premier. Ils vont juste me dire, elle a des problèmes de mémoire, oui. Mais on a des vraies situations où les personnes peuvent se mettre en danger. Et donc, juste retenez que oui, on ne force pas les soins. Les seuls moments où on va vraiment faire usage de la force, c'est évidemment si la personne se met en danger ou met en danger autrui. Le patient est monté au 5e étage sur le toit et il veut sauter parce qu'il a peur. Oui, là, on va le maintenir, on va le tenir s'il faut. Il a pris au couteau dans son truc, on va le maintenir. Donc là, on va mettre en place un traitement si un épisode comme ça arrive. Mais sur tout le reste, on va être dans de la négociation, on va être dans du laisser-faire, on va être dans « Ok, la toilette, là, c'est pas maintenant. Ah, maman, tu as pas mangé? Eh bien, d'accord, tu n'as pas mangé, ok. Allons faire un petit tour là dans le jardin, on change de sujet, on parle d'autre chose, voilà. Parce qu'on n'arrivera pas à la convaincre, parce qu'elle, dans sa réalité à l'instant T, elle n'a pas mangé. Donc, elle n'en s'en souvient pas, donc ça n'existe pas pour elle. Donc, essayez de la convaincre qu'elle a mangé, vous allez prendre 1 heure, et puis de toutes les façons, 1 heure après, elle va vous redire, j'ai pas mangé. Donc, d'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des choses qui vous... Oui, madame, au fond? Oui. Alors, la dame, elle a demandé, est-ce qu'il y a des groupes de parole pour les aidants? Est-ce qu'il y a des adresses? Oui, il y a des groupes de parole pour les aidants. Je vais vous citer essentiellement la plateforme de répit, le village des Colibris, qui est à Palais Royal aux Abîmes, au centre gérontologique du Rézé, et qui est une plateforme vraiment pour les aidants. Où vous avez un psychologue, une assistante sociale, vous pouvez les appeler. Donc, le psychologue peut vous recevoir, peut vous faire aussi intégrer des groupes de parole. C'est extrêmement important. C'est gratuit pour les aidants. Et voilà, ça va être un endroit où vous allez pouvoir trouver des réponses, un accompagnement. Toutes les familles que j'ai orientées vers la plateforme de répit des aidants, tous, ils ont été extrêmement contents de l'accueil. Enfin, on s'y trouvait une oreille qui entend et qui comprend. Parce que quand on dit « je suis aidante de ma maman ou de mon papa », bon, les gens, comme ils ne savent pas ce que ça représente, bon, oui, tu es aidante, et alors? Ben oui, c'est tes parents, c'est normal. Sauf que vous êtes en dépression, en épuisement total, parce que c'est la réalité, s'occuper de ses parents malades, des fois, ça peut être très lourd. L'autre plateforme des aidants, il y a aussi France Alzheimer Guadeloupe, qui régulièrement fait des formations pour les aidants, justement pour gérer les troubles du comportement. Là aussi, c'est totalement gratuit. Ils se réunissent très régulièrement dans les locaux de la polyclinique, donc il suffit de faire appel à eux. Malheureusement, je suis désolée, je n'ai pas emmené les numéros de téléphone, j'ai des flyers, mais je n'y ai pas pensé. Mais après, je pourrais vous faire parvenir les documents. France Alzheimer Guadeloupe. Il y a Aloïs sur le sud Basse-Terre, mais qui fait des réunions, je crois, aussi au Moule et à Bemao. Donc Aloïs aussi, donc je vous donne les noms, c'est un petit peu les trois. Et puis le Café des aidants à la clinique choisie, régulièrement, ils font des réunions à thème pour les aidants. Et nous, à la polyclinique, on a les ateliers mémoire, où on reçoit les patients d'un côté qui font des ateliers, et les aidants de l'autre avec la psychologue qui peuvent avoir un temps de parole. Voilà. Alors, l'unité mémoire de la polyclinique, vous avez les coordonnées là. Donc, c'est une unité de consultation. On est basé à la polyclinique. On est une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a moi en tant que gériatre, mais il y a aussi une assistante sociale, Madame Arconte, une kiné, une diététicienne et une neuropsychologue. Et on va dire qu'on va accompagner les personnes sur les diagnostics concernant les troubles de la mémoire. Et une fois qu'ils sont diagnostiqués, sur le suivi. Attention, un diagnostic de pathologie neurocognitive, c'est quand même long. Ça ne veut pas dire qu'on va aller une fois et puis que le jour même, on va vous dire « Ok, voici telle pathologie ». Souvent, il y a des examens à faire, une IRM, un bilan avec l'orthophoniste, une prise de sang. Et avec tous les éléments, après, on n'arrive ou pas à un diagnostic précis, on peut mettre en place aussi un suivi, on vous revoit. Donc voilà, c'est une unité de consultation spécialisée. On est une consultation mémoire labellisée et on fonctionne aussi beaucoup avec celle du CHU. Parce que quand il y a vraiment des cas un petit peu plus poussés ou experts, où il y a besoin d'examens plus approfondis, on va orienter les patients vers la consultation mémoire du CHU également. Et donc après, il y a le numéro de téléphone et vous pouvez appeler ou envoyer un mail pour prendre rendez-vous. Oui, ok.
Sur le flyer que Mme Desblancs nous a envoyé, ça disait, et c'est pour ça que je suis là, hein, prévention pour les 50 ans et plus. Et j'ai eu 50 ans il n'y a pas si longtemps. Et du coup, je veux savoir à quel moment on va à l'unité mémoire. Quand on sent qu'on a un trouble, dès qu'on a 50 ans, ou enfin, qu'est-ce qui peut être un facteur déclenchant pour y aller? Alors, l'unité mémoire, justement, par définition, si on continue, nous, on n'est pas forcément dans une position de prévention, on est déjà au diagnostic. Donc la prévention, déjà, vous avez vu, hein, c'est tout ce que j'ai dit là et que vous pouvez déjà faire. Maintenant, si vraiment on a ce qu'on appelle une plainte mnésique, j'ai l'impression qu'au niveau de la mémoire, j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, j'ai 60 ans, c'est plus comme avant. Déjà, je dirais en parler à son médecin traitant, parce que lui-même, dans son cabinet, peut quand même faire des petits tests de débrouillage. Et si vraiment, effectivement, il dit, bon, là, ouais, vous êtes inquiète, et puis moi aussi, ben, il fait un petit mot, il vous adresse en consultation mémoire, et on vous reçoit en unité mémoire. Après, classiquement, moi, en tant que gériatre, normalement, on reçoit les patients plutôt à partir de 70 ans et plus. Quand les patients ont moins de 70 ans, souvent, on va les adresser à un neurologue en plus, pour les problèmes mémoire ou autres. Donc, même les patients jeunes, il n'y a pas longtemps, j'ai une dame de 55 ans qu'on a vue en unité mémoire, elle a eu toute l'évaluation. Mais comme justement au niveau du diagnostic, ce n'était pas suffisamment précis, on l'a adressée au neurologue du CHU, parce que là, elle va avoir une ponction lombaire, elle va avoir des examens beaucoup plus poussés. Mais c'est aussi par rapport au tableau. Hein. Si tout le tableau est normal, ben, on vous rassure, on vous dit, ben, tout va bien. Voilà. Ok. Docteur, je voulais vous demander, monsieur, je vais demander, est-ce que la maladie d'Alzheimer, c'est héréditaire? Alors, il y a des maladies Alzheimer familiales hein, avec des terrains génétiques, mais c'est moins de 2% des pathologies. Okay. Donc, ce n'est pas du tout la généralité des maladies. Parce que ma mère était Alzheimer, j'ai mon frère, mon grand frère, ma grande sœur, les trois, et je me suis dit que moi, je perds un peu la mémoire, il fallait que je prévoie, et j'avais justement, je venais vous voir justement à la clinique. Bon, c'est vrai qu'il y a eu autre chose de santé, donc j'ai eu la priorité, mais je voudrais vraiment m'en occuper parce que c'est un petit peu grave pour moi des fois. Non, mais après, parce que j'allume mon magazine hier, par exemple, pour faire à manger. Du coup, vous avez dit au départ, j'ai oublié que je le fais d'allumer, mais mon fils arrive en même temps. Comme je suis sur une petite montée, de la route, il voit une fumée. Il monte rapidement à la maison, il me dit, maman, il y a un truc qui brûle. Mais non, il y a rien qui brûle. Il me dit, mais il y a un truc qui brûle. En fait, oui, c'est le fait tout sur le feu, j'ai oublié, le feu est allumé. Donc, ça m'a interpellée, je dis, il faudrait que je vous voie, et là, voilà. Oui, non, mais ça peut être l'occasion. Des fois, ce sont ce type d'épisodes qui fait que, bon, on en parle au médecin traitant qui vous envoie en consultation mémoire. Effectivement, si dans la famille, il y a plusieurs cas, ben, on peut se poser la question. Maintenant, comme je vous ai dit déjà d'emblée, dès maintenant, avant même le rendez-vous, on peut déjà se dire, bon, mais concrètement, au niveau de mon mode de vie, déjà sur quoi je peux commencer à jouer. Mais s'il y a eu des épisodes comme ça vaut le coup d'en faire le point en consultation plus approfondie. J'ai quand même 75 ans, il fallait que j'y pensais. Oui, donc ça peut être l'occasion de faire un bilan en mémoire, bien sûr. Questions, actions, réactions, remarques, rien. Alors, vous avez le numéro de téléphone et le mail, et sinon on est physiquement à la polyclinique. Mais le mail c'est unité.mémoire@polyclinique-6gp.com. Le numéro de téléphone 05 90 01 00 55. Et je laisserai aussi aux organisateurs. Et puis sinon, physiquement, on est à la polyclinique. C'est le pavillon Bellevue, la petite maison rose. Pas sur la colline, mais sur le parking. Voilà. On a tout dit, m'a dit la dame. Eh bien, merci beaucoup alors, si j'ai tout dit. Je voulais vraiment vous remercier encore d'être là. Dina, qu'est-ce que tu as à dire en conclusion? Eh bien, je viens d'entendre qu'elle a tout dit. Et en fait, j'ai une émission à Radio Vimeo, vous connaissez? L'art de bien vieillir. Et normalement, vous étiez dans le programme. Alors, je ne sais pas, Jérémy a enregistré. Je ne sais pas si ce sera possible de passer, puisqu'il y avait la partie sociale. Et effectivement, donc les deux ont été traités. Et normalement, il y a quelqu'un de Agirarco qui est programmé. Il y a aussi un avocat, un notaire et quelqu'un des impôts
qui est de la maison parce qu'elle est responsable de communication donc tout cela pour pouvoir avancer un peu, puisque le vieillissement, ça se prépare et pas à 50 ans, avant 50 ans, Sandra. Oui, parce qu'on a parlé des enfants. C'est ça. Donc, mais, comme elle dit, il n'est jamais trop tard. Voilà. Donc, Pour l'avocat, est-ce que tu as, c'est sur RVM? est-ce que... Pour l'avocat, pour le DGFIP, c'est sur RVM. non, c'est pas encore programmé, mais elle sait déjà qu'elle doit intervenir. Alors, peut-être ça peut être une suite Alors, comment? Non, ce sera sur RVM. sur RVM. Oui. Alors, il y a une personne que je n'ai pas invitée, parce que pour moi, l'heure, il y a eu beaucoup plus de questions, mais qui fait partie de votre équipe. C'est le PV, CODEP, c'est ça? Alors, il y a l'exercice physique aussi, qui est spécialisé pour les personnes âgées, à savoir si vous tombez, comment vous devez faire pour attraper le téléphone. Donc, il y a encore autre chose. Vous pouvez donner quelques exemples, s'il vous plaît? Alors, l'activité physique adaptée, en fait, on a une animatrice activité physique adaptée, et qui fait effectivement des ateliers équilibre et chute et travaille l'activité physique avec les seniors, et qui de façon pratique va donner des astuces aussi en cas de chute, comment se relever, apprendre le relevé de sol, apprendre l'autonomie aussi lorsqu'on a des difficultés pour s'habiller, etc. Mais à l'occasion, ça peut très bien être une intervenante dont je vous donne le contact et qui pourra revenir faire une conférence que là-dessus. Et surtout, quel que soit l'âge, qu'est-ce qu'on peut faire, même voilà, sur une chaise, à la maison, parce qu'il y a, en fait, il n'est jamais trop tard. Quel que soit l'âge auquel on commence une activité physique, il y aura un bénéfice. Donc ça peut être 80 ans, ça peut être 90 ans. C'est juste qu'il faut que ça soit adapté, évidemment, à l'âge et aux capacités de la personne. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir comme intervenant. J'ai vu quelques exercices et juste une chaise, la personne âgée peut muscler ses bras ainsi que ses jambes. Donc ça peut être une autre étape, mais je n'ai pas forcément voulu la mettre là pour ne pas... voilà. Et puis, il ne faut pas attendre de tomber pour faire les travaux à la maison. Enfin, mon exemple, dès que je suis rentrée à la retraite, première chose que j'ai fait, c'est enlever la baignoire, mettre les rampes, et comme ma maison a 2 niveaux si on veut, mais juste une marche, hein, parce que le jour et la nuit, juste une marche. Mais j'ai déjà fait préparer. Alors, c'est dans le garage. Et à temps voulu, ça viendra parce que je ne vais pas attendre que ce soit les autres qui fassent pour moi. C'est déjà prêt. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Je demande à Madame Arconte et au docteur Basile de bien vouloir se mettre par ici. Nous avons beaucoup apprécié votre... je pense, hein. Vous avez apprécié ce qui a été dit? Voilà, vous avez reçu pas mal de conseils. Et je pense que la suite, c'est vous qui allez le faire, à savoir, en cas de besoin, aller à l'unité mémoire de la Polyclinique. C'est ainsi que l'Église adventiste de Chauvel veut vous remercier. La secrétaire d'église ira voir Madame Arconte, la responsable de santé, Madame Arconte et la responsable de santé. Dans notre organisation, il y a des départements. Et il y a là aussi le département de santé qui est représenté ici par Madame Sylvestre, par Sœur Sylvestre, et Thérèse, qui nous aussi nous diffusons un style de vie, de préférence végétarien avec des graines. Et je profite de l'occasion où Madame Arconte a parlé d'anti-gaspille. Mais au premier semestre, nous avons fait l'autonomie alimentaire. Nous avons fait la promotion du fruit de l'abondance, qu'on appelle le fruit à pain, avec Eddie Babel. Et en fin d'année, le 30 novembre, nous allons parler du coco. Le coco que j'aime beaucoup, et le coco que tout peut être utilisé. Donc, nous faisons aussi en sorte que quand nous n'avons pas beaucoup d'argent, même sur le balcon, on peut serait-ce qu'avoir persil, mais on peut aussi avoir de la tomate, voilà. Donc, nous faisons la promotion aussi du
jardin local qui va aussi permettre d'avoir un petit peu plus de sous dans les poches. Voilà, Madame Marquante, pour vous dire merci pour les conseils que vous nous avez apportés en cet après-midi. En tout cas, nous pensons pouvoir avoir recours à vous éventuellement si on a besoin de plus de renseignements que cela. Donc, merci infiniment. Alors, j'ai oublié de dire que Liliane Souprémanian, c'est notre secrétaire d'église. Vous avez reçu le courrier grâce à elle. Je la remercie grandement parce qu'elle nous accompagne beaucoup, nous, départements, dans toutes les activités que nous devons faire. Merci, Liliane. Alors, pour ma part, j'ai vraiment apprécié ces moments-là avec vous. Très enrichissant, pratique. Et je pense que je vais adhérer à cette unité mémoire, hein, parce que je suis déjà dans plus des 50 ans, donc ça me parle. Au niveau de la santé, par contre, juste une petite parenthèse, l'assiette complète, par contre, j'ai été interpellée par le verre de glaçon d'eau glacée. Je me suis dit, l'eau glacée, bon, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Peut-être pas d'eau glacée, un verre d'eau tiède, peut-être, non? Je pose juste la question. Alors, l'idée c'était juste de montrer un verre d'eau plutôt qu'un verre de jus. La température, sincèrement, vous en faites ce que vous voulez. Si c'est juste le glacé que vous avez à corriger, que tout le reste est bon, quand au jabon, il n'y a pas de problème. Donc, passez à l'eau tiède, l'eau tempérée, effectivement, notamment. Très bien, parce que je m'intéresse vraiment à la santé, et donc ça m'a été interpellée. Mais en tout cas, c'était très bien votre présentation. À vous, Madame Marquante aussi. Et merci à vous. Merci à Marilyn qui a eu l'idée de vous inviter parce que je pense qu'on en a eu tous on a été bien renseignés et ça nous motive. Pour ça, nous aide à aller plus loin dans la connaissance, comment gérer un peu nos familles en tant qu'aidants. En tout cas, je suis personnellement impactée par cela. Donc, je voulais vous dire merci. Et alors, au nom de l'église de Chauvel, je vous offre ce joli panier fruité. Merci beaucoup, merci à tous. Et vraiment, mettez en pratique ce que vous avez entendu. Donc, dès ce soir, face à votre assiette, vous allez appliquer la loi des portions. Et ce sera un vrai plaisir. Et puis, dès demain, l'activité physique aussi, vous la mettrez en place. Cherchez des occasions de marcher. Forcez-vous à marcher plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Juste marcher, quelle que soit l'occasion. Ok, merci. Alors, il y a ceci qui devait être avec vous. Un petit mot de notre part. Je suis gâtée, il y a trop. Et un petit mot de notre part. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ah, merci. Nous avons je prends plus encore la bénédiction, hein, surtout. Merci. Nous avons terminé. Si vous n'avez pas de questions, nous allons nous lever. Nous allons terminer